Rebonjour à toutes et à tous. Alors, encore une fois, merci d'être venus. Ici, donc, on va assister à la suite donc, du DevFest avec une présentation donc, de Xavier Lesage sur le Federated Learning. Ici, ça va se passer en deux temps. Il y aura une partie théorique et une partie pratique. Xavier ici va s'occuper de la partie théorique et après, Leandro Collier ici présent, s'occupera de la partie pratique. Bon DevFest à vous. Merci pour l'introduction. Alors, mon nom, donc, Xavier Lesage, je suis chercheur CETIC et doctorant à UMons. Le CETIC, c'est un centre de recherche qui est spécialisé, centré sur l'informatique et le génie logiciel. Il est situé juste à côté de l'aéroport, 500 mètres à peu de choses près. Nous avons différents thèmes d'innovation, dont, bien sûr, les intelligences artificielles, les systèmes autonomes, cybersécurité. Si certains souhaitent faire des stages, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, il y a beaucoup de choses à réaliser. Voici nos domaines d'application. On travaille dans différents domaines, donc que ce soit la santé, l'aérospatiale et le secteur numérique. Voici la présentation, le contenu de ce que j'aimerais partager avec vous. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, le Federated Learning, j'aimerais faire un petit rappel des concepts de machine learning, deep learning. C'est vraiment très important pour bien comprendre la suite de la présentation. Vous allez voir que le Federated Learning, ça va nous permettre de résoudre des problèmes lorsqu'on a des données extrêmement sensibles, des données médicales, des données bancaires, et qui se trouvent sur des sites assez dispersés. Alors, ensuite, on verra évidemment les différents problèmes de sécurité, parce que oui, l'approche est assez récente. On ne va pas déplacer les données, mais on va quand même déplacer, comme on le verra tout à l'heure, les modèles. Et donc, il y a quand même des informations qui sortent des hôpitaux, des banques. Comment sécuriser justement ces différents modèles? Puis on passera en revue les questions. Alors, comme vous le savez, si on parle tant de l'intelligence artificielle aujourd'hui, eh bien, c'est parce qu'on a la chance d'avoir ces trois piliers qui sont disponibles en même temps. On a une capacité de calcul énorme qui est disponible. Il y a le cloud computing, les cartes GPU, etc. On a évidemment énormément de données avec la digitalisation, Internet, etc. Enfin, des données, il y en a vraiment de trop. Et nous avons la chance d'avoir des modèles qui sont efficaces, notamment ceux qui sont basés sur le deep learning, sans négliger les autres. Un petit rappel concernant les différentes formes d'IA. Nous avons, on va dire, une sphère IA dans laquelle on peut retrouver différents types d'algorithmes, différentes catégories. Nous avons les tout premiers, donc, qui sont basés sur des systèmes experts, basés sur des règles. Si, par exemple, je souhaiterais connaître le prix d'une habitation, eh bien, je peux me baser sur des règles. Si l'habitation a autant de mètres carrés, un terrain de autant de mètres carrés, autant de chambres, etc., il est possible d'utiliser donc des règles pour essayer d'estimer le prix de la maison. C'est une première approche. Dans le domaine médical, c'est très utilisé. Il y a une autre approche dont on parle beaucoup pour l'instant, donc machine learning, deep learning, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Alors, je vais commencer par le machine learning. Le machine learning, donc, c'est dans la bulle, je vais dire dans la sphère IA, c'est une catégorie bien spécifique d'algorithmes. Nous avons, vous voyez ici, un data scientist, un spécialiste. Et donc, si je dois développer un algorithme pour essayer d'identifier sur une image un objet. Est-ce que c'est une voiture, un avion, un bus, une moto? Comment je vais faire? Alors, vous pouvez, via du machine learning, à l'aide d'un expert, un data scientist, un expert, on peut, grâce à son intervention, extraire des caractéristiques qui font que l'objet en question, grâce à l'extraction des caractéristiques, va me permettre de dire, oui, sur l'image en question, j'ai bien une voiture, un avion, peu importe. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a absolument besoin d'un expert pour extraire les caractéristiques. Cette opération-là n'est pas faite
automatiquement. Donc, on parle de technique de machine learning. Vous voyez d'ailleurs ici, vous avez l'expert, ça reste un humain. Ensuite, derrière, vous choisissez l'algorithme que vous voulez, ici basé sur un réseau de neurones, et on va être capable d'extraire des informations. Si, par exemple, je veux connaître le prix d'une maison, eh bien, je peux utiliser cette approche. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à un expert d'aller collecter les points, enfin, d'aller collecter les prix. Et il va collecter les différents prix des différentes maisons, les placer sur ici, voilà, on a un graphe, et via un algorithme, on va pouvoir retrouver la fonction idéale. Donc, ce qui est vraiment important de retenir, c'est que ça marche bien, à condition d'avoir quelqu'un qui va passer énormément de temps à traiter ce jeu de données. Et malheureusement, si maintenant on lui demande de ne plus travailler sur des véhicules, mais sur des chiens ou des chats, c'est pas possible. Il va devoir recommencer tout son travail. La nouveauté, maintenant, nous avons un cas particulier du machine learning où cette tâche, qui est vraiment très consommatrice, eh bien, va être prise en charge par un réseau de neurones. C'est-à-dire que, comme vous le voyez ici, vous n'avez plus d'intermédiaire humain. C'est vraiment l'algorithme qui, à partir des données qu'on va lui fournir, va extraire toutes les informations nécessaires. Si je lui présente une voiture, je place par exemple dans un répertoire des voitures, dans un autre répertoire des avions, je lance l'algorithme, on parle d'apprentissage. Donc l'algorithme va devoir apprendre à partir des données. Eh bien, donc, sur base de ces deux répertoires, l'algorithme va essayer de trouver les caractéristiques qui font que c'est une voiture ou un avion. L'inconvénient, ça marche à condition d'avoir énormément de données. Vous avez ici un petit tableau avec une comparaison. Si on travaille avec du machine learning, évidemment, c'est nécessaire d'avoir une personne, un spécialiste, un expert pour extraire des caractéristiques manuellement, on n'a pas le choix. Si maintenant on a l'approche, donc le cas particulier du deep learning, eh bien, du machine learning, pardon, eh bien là, c'est pas nécessaire puisque c'est le réseau lui-même qui le prend en charge. Ensuite, avec du deep learning, comme je le disais à l'instant, ça marche bien à condition d'avoir beaucoup de données. C'est une des conditions. Par contre, évidemment, avec le machine learning traditionnel, je n'ai pas besoin de 300 000 images d'une voiture pour pouvoir identifier que c'est une voiture. On peut le faire manuellement. Donc, dans certains cas, on ne pourra pas s'orienter vers des techniques de deep learning parce qu'on n'aura pas assez de données. Et on va se dire, OK, alors on va travailler avec du machine learning. Un autre point important, c'est le temps de calcul, la puissance de calcul nécessaire. Avec du machine learning traditionnel, généralement, sur une machine peu performante, je vais dire, ça va marcher. Avec du deep learning, il vous faut autre chose, hein, des cartes GPU, enfin un environnement vraiment de calcul très performant. Voilà, donc ça c'est vraiment important pour la suite. Donc ici, avec notre solution basée sur l'approche basée sur le federated learning, on va donc travailler avec du deep learning. C'est-à-dire qu'on va apprendre des informations, on va essayer de trouver des patterns à partir des données. Voici un exemple d'un réseau de neurones. C'est une image qui est souvent présentée. C'est un réseau de neurones, donc vous avez toute une série de neurones qui sont interconnectés. Et on remarque qu'en fonction de l'endroit où on se trouve sur le réseau de neurones, en fonction de la couche sur laquelle on se trouve, eh bien, on récupère des informations assez différentes. On remarque par exemple que tout au début du réseau de neurones, nous avons une couche cachée qui va extraire des caractéristiques élémentaires de l'image. Cette couche, elle va détecter vraiment les formes élémentaires, les lignes horizontales, verticales, inclinées, etc. Donc, c'est une couche dont son rôle, c'est ça, c'est d'extraire des caractéristiques élémentaires. Plus on va avancer vers la droite, plus on avance dans l'architecture, et plus on va travailler sur, et surtout détecter des combinaisons de formes. Donc, sur base d'une combinaison de formes élémentaires, on va commencer à former, dans ce cas-ci, des éléments du visage. Il faut savoir donc que le deep learning est inspiré du fonctionnement de notre cortex visuel, c'est-à-dire que
nous avons certains neurones qui sont sensibles à des zones de détail. Et nous avons d'autres neurones qui sont sensibles à des combinaisons de ces détails. Si par exemple j'observe une maison, eh bien, certains neurones vont être sensibles, je dirais, à des zones de détail, la fenêtre, une porte, une toiture, etc. Et d'autres vont être sensibles à la combinaison de ces détails. Si j'ai une porte, une fenêtre, une toiture, c'est probablement une maison. C'est le même principe qui a été adopté. Donc, plus on va avancer vers la droite, plus on avance dans le réseau, plus on va combiner ces caractéristiques pour ensuite généraliser. Voilà, donc c'est le principe utilisé. Et vous avez à droite un exemple d'un réseau de neurones artificiels avec différentes entrées. Ça peut être un vecteur qui représente des transactions bancaires, ça peut être des éléments de l'image, enfin, peu importe. Ça peut être des time series, enfin, ça n'a vraiment pas d'importance. Mais il y a un point important qui est le poids ici. Pour chaque entrée, eh bien, on va pouvoir doser en quelque sorte cette entrée. On peut imaginer que chaque poids, c'est un potentiomètre. On imagine une boîte noire avec plein de potentiomètres. Et les poids, ce sont ces paramètres. Et c'est ça qui est extrêmement difficile à trouver. C'est-à-dire que lorsqu'on va démarrer l'apprentissage pour détecter si c'est un chien ou un chat, eh bien, on va devoir initialiser ces poids. Alors, dans un premier temps, on ne sait pas du tout quelles sont les bonnes valeurs, donc on va dire qu'on va initialiser de manière aléatoire les poids, et donc on règle un peu ça n'importe comment. On fait ensuite différents apprentissages, et à un moment donné, si le réseau converge bien, si on a bien bossé, eh bien, on va avoir un modèle qui est performant. En fonction, évidemment, de ce qu'on souhaite analyser, évidemment, la sortie, ça peut être 0 ou 1, ou une valeur qui varie entre 0 et 1, ça dépend. Ça dépend un peu de la fonction d'activation ou de transfert. OK, donc ça, c'est vraiment pour les bases. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on apprend à partir des données. J'aimerais maintenant vous parler du problème lorsqu'on va travailler avec de vraies données. Si, à un moment donné, on me demande donc de créer un modèle, un classifieur binaire qui détecte si c'est une voiture ou un avion, ben, pas vraiment de souci. Je vais regarder un peu l'état de l'art, je vais télécharger différentes données qui sont publiques et je vais faire des n'expérimentations. Je n'ai vraiment pas trop de soucis avec les données, ce sont des données publiques, ça marche bien. Et puis on se dit, OK, voilà, maintenant ben, je maîtrise bien ce concept de deep learning, je maîtrise bien cette techno, et on me demande de travailler sur des données qui sont beaucoup plus compliquées, plus sensibles. On va me demander de travailler sur des données personnelles, sur des données médicales ou industrielles. Et là, on va se dire, OK, comment faire? Là, on a vraiment un souci, c'est que on va remarquer que c'est nettement plus compliqué et qu'on doit prendre un maximum de précautions pour traiter ces données. C'est tout l'intérêt de ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est que comment on va procéder. Généralement, je vais partir d'un exemple, un exemple sur lequel je travaille, un exemple très sensible, imagerie médicale, mais en plus, ici, ça concerne le cancer du sein, mais on souhaite travailler avec plusieurs hôpitaux afin d'avoir plusieurs données, enfin, afin d'avoir un jeu de données beaucoup plus large et avoir une approche multicentrique. C'est-à-dire que le modèle, il fonctionnera aussi bien pour des données qui se trouvent en Belgique, en France ou en Pologne. Donc, on brasse un maximum de données. Avec l'approche traditionnelle, on va vite se rendre compte que ça va poser de nombreux soucis. Voici les premières questions qui se posent. Comment on va faire pour obtenir les données? Quelle est la procédure? Ensuite, supposons qu'on ait ces données, mais comment on va faire en sorte pour respecter la confidentialité de ces données, la vie privée, etc. Donc, bien qu'on maîtrise la technique, je veux dire, pour traiter des données publiques, à partir du moment où vous allez travailler sur des données privées, ça va devenir extrêmement compliqué si vous n'avez pas une approche adapté à ce problème. Et voici ce qu'on rencontre à titre indicatif, les problèmes. Le premier, c'est que on va avoir accès à une donnée limitée, des données. On va avoir un risque de fuite d'informations. Qu'est-ce qui se passe si, malheureusement, j'ai une fuite d'informations et que je peux retrouver ou que
on peut identifier les noms des différentes personnes qui sont touchées par une maladie cardiaque, par exemple, ce qui peut poser de nombreux soucis. On va avoir des problèmes aussi, et c'est normal, avec les comités d'éthique. Avant de démarrer l'étude, on va contacter les hôpitaux en leur demandant, voilà, j'aimerais travailler sur tel sujet. L'hôpital va nous demander de faire une présentation. On doit passer devant un comité d'éthique. Généralement, il y a une dizaine de médecins qui sont présents, des experts, et qui vont analyser le dossier d'étude et en fonction du contenu, de leurs intérêts, eh bien, vous allez avoir un go après 3 mois, 6 mois, et parfois jamais, parce qu'ils ne sont pas d'accord de partager ces données. Donc, ces données, ça représente beaucoup de valeur. Donc là, généralement, il faudra peut-être passer plusieurs fois devant un comité d'éthique. Il faudra faire des adaptations. Ça prend énormément de temps. Il faut aussi trouver la bonne personne. Généralement, si vous avez la bonne personne de contact au sein d'un hôpital, ça va quand même faciliter les choses. Alors, évidemment, si on travaille avec plusieurs partenaires ici, eh bien, il y a cette notion de confiance entre les différents partenaires. Un des partenaires peut ne rien faire, juste essayer de profiter de l'apprentissage sans fournir de données. Au contraire, juste pour mettre, je veux dire, un peu d'ambiance, il va inverser des données. On ne travaille pas sur des images médicales du cancer du sein, mais on va envoyer autre chose, des artères coronaires. Donc, certains vont venir polluer, parasiter les données et le modèle. Donc, dès le moment où on n'a que 2, 3 partenaires clients, ça ne pose pas trop de problèmes, mais si le nombre augmente, c'est un point important. Et donc, on se retrouve avec un défi à relever en se disant, comment je vais faire? Et donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est on doit construire une IA, évidemment fiable, sans faire de compromis sur la confidentialité des données, la propriété intellectuelle, le consentement de l'utilisateur, et surtout aussi garder sous contrôle les données et la connaissance. Donc, dès le moment où on s'attaque à des données réelles, très sensibles, directement vous tombez devant un mur avec toute une série de défis à réaliser. Ça veut dire que l'approche classique qu'on avait imaginée, on dit ok, je maîtrise la techno, mais la mettre en place dans une situation réelle, c'est autre chose. Et vous avez ici donc 2 manières de traiter le problème. Le premier, on se dit ok, je ne connais pas tout fait de directed learning. Donc, je vais travailler avec l'approche classique. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais contacter les hôpitaux. Je vais présenter l'étude au comité d'éthique en essayant de m'intercaler pour pouvoir présenter mon étude. Sinon, évidemment, ces comités d'éthique, parfois c'est tous les mois, mais ça dépend un peu de l'hôpital, et parfois c'est tous les 2 mois, ça peut prendre plus de temps. Et puis, on va attendre. On va attendre cette autorisation, et on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Donc là, on est vraiment dépendant. Et puis, supposons, après 6 mois, j'ai eu le go. J'ai un hôpital qui est d'accord. Ça veut dire qu'il est d'accord que ces données soient transférées vers votre université, vers un centre de recherche, etc. Et donc, là, on a déjà un souci. Mais bon, on fait confiance. Il y a des différentes conventions qui sont signées entre, par exemple, l'université et l'hôpital. On va donc prendre ces données, les déplacer, enfin les copier au sein de l'université en prenant soin évidemment de les anonymiser. On va enlever toutes les données sensibles, le médecin qui a traité l'image, le nom du patient, enfin bref, il y a énormément d'informations qu'il faudra supprimer. Nous avons donc au sein des hôpitaux ce qu'on appelle un PACS. Donc vous avez sur ce type d'infrastructure un endroit où on stocke toutes les images. Et donc, on va extraire ces informations et les copier au sein de l'université. Une fois que les données sont copiées donc, au sein de l'université, par exemple ici, on va seulement choisir et démarrer les apprentissages. Donc tout ça, ça prend énormément de temps. Ce qui bloque le plus souvent, c'est le go de l'hôpital. Une autre approche qui est extrêmement innovante, et c'est de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est de travailler avec une approche dite de fédérée. Ça veut dire que si on ne peut pas déplacer les données, eh bien, ok, pas de souci, on va les laisser là où elles se trouvent. Ce n'est pas un problème. Par contre, ce qu'on va faire alors, c'est partager le modèle. Généralement, cette approche-là est très souvent, beaucoup plus facilement acceptée. Pourquoi? Parce que l'hôpital, finalement, il ne doit rien
il n'y a rien qui sort de l'hôpital. Il n'y a aucune donnée sensible qui va sortir de l'hôpital. Et donc, l'autorisation, généralement, ça va très vite, puisque l'hôpital ne va pas devoir copier de données. Enfin, ces données ne devront pas sortir de l'hôpital. On est en communication, enfin en contact avec différents partenaires. Et pour un des partenaires, on leur a proposé de travailler avec du federated learning. Ils ont tout de suite dit oui. C'était vraiment pas un souci. Ce qui veut dire qu'on aura le go généralement plus vite. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? C'est demander évidemment au sein de l'hôpital de préparer un serveur sur lequel on va faire les entraînements. Donc les entraînements, on ne les fera plus au sein de l'université, mais là où se trouvent les données. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas travailler directement sur les données qui sont sur le PACS. Ils vont préparer un serveur, une machine virtuelle, enfin peu importe. Et sur ce serveur, eh bien, on va copier les données en fonction de ce qu'on veut faire. On veut faire de la classification binaire et ça concerne telle anomalie. On extrait les informations du PACS. Il faut évidemment anonymiser, puisque les données vont quand même sortir, pas de l'hôpital, mais du serveur où se trouvent toutes les données. Ensuite, on va démarrer les apprentissages au sein de chaque hôpital et on va donc ne partager que les poids. Voilà à quoi ça correspond. L'idée, c'est que, voilà, je travaille ici avec 3 hôpitaux. Pour ces 3 hôpitaux, on a évidemment dû présenter l'étude devant le comité d'éthique. Ensuite, ils vont nous copier à partir du PACS, ils vont nous préparer un emplacement où se trouvent les données et chaque hôpital va démarrer des entraînements de son côté. Chaque hôpital aura donc ce qu'on appelle un modèle local. Donc cet hôpital fait un entraînement et je vais dire 4 heures plus tard, en fonction de la puissance des machines, j'ai un modèle qui est disponible. Celui-ci, par contre, malheureusement, il n'a pas beaucoup de données qui nous concernent, mais il y a quand même des données intéressantes. Son entraînement, il va aller plus vite. Par contre, ici, c'est un hôpital vraiment de grande taille, situé par exemple, je sais pas, dans un autre pays, en Allemagne par exemple, et on a énormément de données, et donc l'entraînement, il ne prend pas 4 heures, mais il prend 8 heures, 10 heures. Une fois que chaque hôpital a fait ce premier entraînement, on va prendre le modèle de chaque hôpital, et ce modèle va sortir de l'hôpital. Et on va l'envoyer sur une machine qui se trouve à l'extérieur. Cette machine, c'est ce qu'on appelle le serveur d'agrégation. Enfin, c'est là où on va faire de l'agrégation, notamment au niveau des poids. Donc c'est le serveur ici sur lequel on va constituer le modèle global. Donc on extrait, on va recevoir 3 modèles locaux, on les copie à un endroit à l'extérieur, c'est une machine neutre, et là ce qu'on va faire, c'est que pour chacun des poids, les poids dont je vous ai parlé tout à l'heure, les potentiomètres, eh bien, on va les agréger. On va faire une moyenne pondérée, enfin, il y a plein de possibilités. Et donc, ici, on va avoir un modèle qui sera de meilleure qualité, puisqu'il sera entraîné avec des données de sources différentes. Donc, on a une approche vraiment multicentrique. Ensuite, c'est pas tout, et c'est là que ça prend tout son sens, c'est que le modèle qu'on a ici, on va le renvoyer à tous les partenaires. Et les partenaires vont redémarrer de quoi? Des poids du modèle global. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va recommencer un nouvel entraînement. On a en quelque sorte un transfert de connaissances, un transfert de learning. On parle de round, et généralement, on peut faire comme ça plusieurs cycles, et on remarque que les résultats sont nettement meilleurs, en fonction du jeu de données toujours. Il y a différentes approches. Ici, on a un serveur à l'extérieur, 3 clients. On pourrait imaginer que ce serveur se trouve au sein d'un hôpital. On peut imaginer que le rôle du serveur soit joué par un des clients à un moment donné. Qu'à chaque cycle, que le rôle du serveur sur lequel on fera l'agrégation des poids, une fois c'est sur ce serveur-ci, une fois là, etc. Donc il y a plein de possibilités au niveau de l'architecture, mais c'est le concept. Parce qu'évidemment, dans ce cas-ci, si ce serveur est indisponible, tout s'arrête. Voilà, donc ça c'est vraiment l'approche fédérée. C'est donc un nouveau concept, une nouvelle approche qui consiste à laisser les données là où elles se trouvent, et alors on fait des entraînements là où se trouvent les données.
voilà. Donc, sur le slide suivant, je vais vous montrer, afin que vous ayez une meilleure vision, différents types d'apprentissage, différentes façons de procéder. La première, c'est de se dire, voilà, j'ai des données sur mon PC et j'aimerais entraîner un modèle sur ces données. Alors, soit je travaille sur mon PC, ou alors on va se dire non, je vais travailler avec le serveur de la Polytech, par exemple. Donc, j'ai mes données que j'ai récupérées d'un site, pour, par exemple, laisser des chiens, des chats, et je vais les copier sur le serveur de la Polytech, et je vais démarrer mon entraînement. Ça veut dire que dans ce cas-là, les données ne sont plus sur votre PC, sont sur un serveur local. Nous avons donc là les données et le modèle. On lance les entraînements et à un moment donné, c'est opérationnel. Donc généralement, c'est ce qu'on fait. Après, on va se dire, oui, mais j'aimerais travailler avec d'autres étudiants. Chacun a des données bien spécifiques. Et donc, on va envoyer toutes les données. Chaque étudiant va envoyer les données ou chaque client vers ce serveur central. Et puis, on démarre les entraînements. Voilà, c'est une autre approche. Donc, vous avez ici une approche centralisée. Dans les deux cas, les données ont été déplacées. Ici, maintenant, je vais vous parler de deux autres solutions, donc la Distributed Learning et Federated Learning. Pour l'approche distribuée, ce qu'on va faire, c'est on ne va pas déplacer les données, on va laisser les données là où elles se trouvent, par exemple sur votre machine, et le premier étudiant, le premier client envoie des données. Non, sorry, le premier étudiant aussi laisse évidemment ses données où elles se trouvent, sur son PC, il lance un entraînement. Après un certain temps, son modèle est disponible, entraîné, il le copie sur un serveur central. Le deuxième étudiant ou le deuxième client va faire le même genre d'entraînement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un modèle qui est déjà entraîné pour gagner du temps et le réentraîner avec ses données, et ainsi de suite. Donc, généralement, le modèle, en procédant de la sorte, sera de meilleure qualité, puisqu'on a eu plusieurs jeux de données. Et si on regarde plus en détail, le Federated Learning, c'est en fait un cas particulier. C'est que plutôt que chacun travaille de son côté et fasse une mise à jour individuelle du modèle, eh bien, on va avoir une approche fédérée, c'est-à-dire que chaque client va travailler de son côté. Lorsque les clients ont fini leur entraînement, eh bien, on va mettre à jour le modèle, mais en même temps. Là, c'est au fur et à mesure, tandis qu'ici, on attend que tous les clients aient terminé. Dès que c'est le cas, on fait une mise à jour du modèle. On récupère les poids des différents partenaires et ensuite, on est reparti pour un tour. Donc voilà, il y a différentes possibilités et voici ce qu'on peut retrouver dans l'état de l'art. Vous avez ici différentes bases de données. C'est un papier assez récent où on compare toutes les approches et en vert, vous voyez que généralement, avec l'approche fédérée, les résultats sont meilleurs. Donc on gagne, dans certains cas, quelques pourcents, dans d'autres, beaucoup plus. Ça dépend vraiment du jeu de données. Ça, ce sont donc des résultats que j'ai pu récupérer donc, via des états de l'art. Et ici, eh bien, nous avons une étude qui a été réalisée avec le projet ARIAC, j'en parlerai juste après, où là, nous avons comparé et travaillé sur des données médicales. Ça concerne ici des images histopathologiques, donc dans le cas du cancer du sein, comme pour d'autres cancers, en cas de doute, on doit faire des biopsies. Vous avez ici des biopsies d'une image positive, négative. Et donc, le modèle a été entraîné sur ce type d'image, avant de travailler avec des données réelles des hôpitaux. C'est souvent comme ça qu'on procède. On travaille des données publiques qui concernent le sujet qu'on souhaite traiter, et puis on travaille les vraies données. Alors vous avez différents cas de figure, je ne vais pas tout passer en revue, mais vous avez ici la solution où on imagine que toutes les données sont au même endroit. On a une base de données, on place toutes les données au même endroit, et on fait un essai, et on regarde ce que ça donne, pour avoir déjà une première indication.
parce que peut-être que l'approche fédérée ne va pas du tout convenir. Donc on fait un essai, on se dit OK. Ensuite, on va simuler différents hôpitaux. Donc on va prendre ce jeu de données, on va le diviser en 3 parties, par exemple, parce que j'ai 3 hôpitaux, et on va se dire OK, je divise ça en 3 parties égales. Je lance des simulations sur chacun des hôpitaux, H1, H2, H3, qui sont sur mon PC ou sur le cloud, ça n'a pas d'importance. On obtient des résultats en termes de courbe ROC et d'accuracy. Donc, on voit ici, pour la précision du modèle, que si je travaille de manière isolée sur le peu de données que j'ai, c'est-à-dire 1/3, en principe, j'aurai ce résultat-là. C'est ce que nous avons eu en tout cas avec ce jeu de données. Si on utilise donc le même jeu de données, mais via une approche fédérée, donc ici, j'ai quelqu'un qui a travaillé seul avec 1/3 des données, et ici, c'est le résultat lorsqu'on travaille ensemble, donc via l'approche fédérée. Chacun envoyait 1/3 des données, etc. Et donc, dans ce cas-ci, vous remarquez que les résultats sont sensiblement meilleurs. La courbe ROC, très importante pour les médecins, afin de savoir si la maladie elle était présente, oui, est-ce que l'IA l'a détectée, ou au contraire, elle ne l'a pas détectée. Et aussi, si la maladie n'est pas présente, il faut espérer que l'IA ne dise pas que la maladie est présente, sinon on est parti pour des examens supplémentaires inutiles. Voilà, donc ça, ce sont des comparaisons qui ont été faites avec des données médicales dans le cadre du projet ARIAC. Alors, le projet ARIAC, c'est vraiment une chouette initiative, je profite pour en parler. L'idée, c'est de se dire, plutôt que chacun travaille de son côté, que chaque université travaille de son côté sur une thématique bien précise, eh bien, on va regrouper et on va travailler ensemble. C'est-à-dire que les différentes universités vont toutes travailler ensemble sur le même sujet, accompagner des centres de recherche. Et donc, ce projet ARIAC, ça concerne donc le développement de techniques assez pointues, notamment dans le domaine de l'IA, pour la Wallonie. Et vous avez un travail ici qui a été réalisé avec des étudiants donc, du Mons, enfin doctorants du Mons, étudiants du Mons aussi, UNAMUR, nous avons bien sûr aussi l'UCL. Et voilà, vous avez une vue de tous les partenaires pour ce projet ARIAC. Donc toutes ces universités et tous ces centres de recherche travaillent ensemble sur la même thématique. On s'est rencontrés à Berlin, à Paris, etc. Il y a différents workshops. L'avantage, c'est qu'avec cette approche, eh bien, nous sommes plusieurs à travailler sur le même sujet. Les résultats sont très vite très pertinents et très efficaces. On a très rapidement un travail de grande qualité, parce que chacun apporte sa force dans le projet. Alors, au niveau des architectures disponibles pour faire du federated learning, il y a plusieurs cas possibles. Vous avez le cas où on a énormément de devices. Je vous ai parlé des hôpitaux où là c'était 3 serveurs, mais on peut faire du federated learning avec vos smartphones. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés le soir, ils sont chargés, eh bien il y a des algorithmes qui peuvent tourner sur vos machines, vos smartphones. Et donc là on parle d'une approche cross-device. Cross-device, ça veut dire qu'on a énormément de devices qui ne sont pas des serveurs, mais des clients qui sont peu fiables. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils peuvent se couper et ils ne sont pas toujours allumés. C'est une façon de procéder. Alors, ça peut être des smartphones, mais ça peut être évidemment des objets connectés, de l'IoT, du système embarqué. Vous avez le choix. On peut aller jusqu'à des milliards de clients. Donc, dans ce cas-ci, on travaille donc de manière fédérée avec énormément de clients, jusqu'à plusieurs milliards. Vous avez évidemment une partie des clients qui sera utilisée pour faire des entraînements. L'autre approche, c'est celle que je viens de vous expliquer, qui est plus facile à interpréter, c'est l'approche cross-silo, où là vous avez énormément de données, mais je veux dire, elles se trouvent dans des serveurs. On n'a plus autant de clients. Généralement, c'est inférieur à 100. 2, 3, 4, ça dépend un peu, c'est déjà pas mal. Tous les clients vont participer à chaque tour, à chaque cycle. Donc, ce sont des serveurs hyper fiables, ils sont disponibles 24 heures sur 24. Donc ça, c'est l'approche cross-silo.
cross-device, voilà, c'est par exemple sur vos smartphones, cross-silo, c'est en travaillant avec des banques, des hôpitaux. Alors, justement, c'est pour ça que j'ai parlé des deux types d'architecture, c'est qu'en fonction du type de données que vous allez avoir, du type d'architecture, eh bien, on ne va pas faire l'agrégation de la même manière. L'agrégation, souvenez-vous, on a des modèles locaux. Ces modèles locaux, on les place sur un serveur externe et sur ce serveur externe, on fait une agrégation. Comment on va faire pour faire cette agrégation? Est-ce qu'on fait une somme et on fait la somme de tous les points et on divise par le nombre de partenaires? Ou on va favoriser peut-être un modèle local, un modèle global? Il y a plein de possibilités. Ça, c'est le premier qui a été introduit par Google, Fed Average, basé donc sur une agrégation relativement simple, c'est une moyenne pondérée. On voit ici la moyenne pondérée. C'est une approche qui fonctionne plutôt pas mal. Mais entre-temps, il y en a eu plein d'autres. Il y a énormément de littérature sur le sujet. Celle-ci fonctionne particulièrement bien aussi, FedProx, notamment dans le domaine médical. Mais ça dépend vraiment de ce qu'on va utiliser comme jeu de données. Et en fonction du nombre de devices de clients fédérés, en fonction du type de données, eh bien, il faudra choisir la bonne méthode d'agrégation. Alors, vous allez me dire, c'est bien, on laisse les données sur place. OK, c'est super, hein, donc on ne touche pas aux données. Mais je ne suis quand même pas tout à fait d'accord au niveau de la sécurité parce qu'il y a quand même des informations qui vont sortir de l'hôpital. Le modèle, il va quitter l'hôpital. Et là, on a un souci évidemment assez sérieux à régler. Soit on crée un réseau privé avec les différents partenaires, mais ça devient très vite difficile. Et donc, eh bien, on a dû analyser ce problème-là en détail. Et heureusement, on a des solutions pour chaque type d'attaque. Par exemple, une des attaques les plus courantes sont les attaques par inférence. Ce genre de choses, donc, ça permet d'obtenir des informations de manière illégale à partir des données qui sont dans les hôpitaux ou du modèle. Ça veut dire que le modèle, ici, une fois qu'il est sur le réseau, s'il y a quelqu'un qui intercepte ce modèle, rien ne lui empêche de modifier les poids, rien ne lui empêche, à partir des poids obtenus du modèle, d'essayer de retrouver des informations sensibles. Donc là, on a vraiment une faille de sécurité. Alors, pour ce problème d'attaque, eh bien, nous avons 3 solutions qui sont disponibles. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion d'en évaluer une dans le cadre d'un TP. Donc, la première chose, c'est de travailler avec ce qu'on appelle la différentielle privacy. La donnée qui va sortir, en l'occurrence ici, le modèle, eh bien, on va mettre du bruit dedans. On va ajouter un peu de bruit gaussien, de manière aléatoire, pas trop, parce que sinon on va évidemment perturber complètement l'apprentissage, mais on va ajouter un peu de bruit. Généralement, on peut ajouter du bruit au niveau des données, mais ici, on va l'appliquer au niveau du modèle. Et en ajoutant un peu de bruit, celui qui va récupérer l'information, eh bien, ce ne sera pas suffisant pour essayer d'avoir des informations pertinentes. C'est une première solution. Nous l'avons évaluée. Ça marche plutôt pas mal. Donc, c'est une piste. Une deuxième façon de procéder, c'est de se dire, OK, non, je préférais travailler autrement avec l'approche ici SMPC que je vais détailler juste après. L'idée, c'est de se dire, l'information, je dois l'envoyer, mais je ne vais pas l'envoyer totalement. C'est-à-dire qu'en fonction des partenaires, je vais envoyer une partie, un peu comme un puzzle. J'ai un puzzle avec, par exemple, 1000 pièces. Eh bien, je vais donner une pièce à chaque partenaire, mais je ne vais pas donner la totalité. Je vais l'expliquer juste après. C'est une façon de procéder qui a l'avantage d'être très performante, rapide, et lorsque le nombre de clients est très élevé, c'est le top. Donc, c'est une façon de procéder. Donc là, on ne va pas ajouter du bruit pour modifier sensiblement le modèle, on va juste envoyer une partie du modèle. Ensuite, on a aussi notre approche, beaucoup plus complexe, gourmande en temps de calcul, c'est l'approche homomorphique. On va envoyer les données
et ces données-là seront cryptées. Mais du début jusqu'à la fin, elles resteront cryptées. Donc c'est quelque chose d'assez innovant aussi, extrêmement consommateur en temps de calcul. C'est-à-dire qu'on va crypter des données, mais on va faire des opérations sur ces données qui sont cryptées. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on envoie des données, par exemple sur le cloud, on les crypte, on les envoie sur le cloud. Sur le cloud, on va les décrypter, faire des opérations, on va les recrypter et on va les renvoyer. L'avantage ici, c'est que le client, il crypte les données, il les envoie dans le cloud et on va faire des opérations sur ces données-là, mais qui resteront cryptées. Ensuite, on renvoie le résultat au client qui, évidemment, comme il dispose de sa clé privée, va pouvoir lire le contenu. Donc, c'est ça qui est assez exceptionnel, c'est qu'on va faire des opérations sur des données qui sont cryptées. Alors, au niveau des opérations, il faudra faire attention. Ce sont des données qui peuvent être, je veux dire, les opérations sont relativement simples. Ce seront des sommes ou des multiplications. Il y a d'autres possibilités, mais c'est plus complexe. Mais en tout cas, c'est garanti. Vous pouvez faire donc des sommes et des multiplications, ce qui est déjà pas mal, puisque notamment avec des séries de Taylor, Maclaurin, etc., via des sommes et des multiplications, vous pouvez approcher n'importe quelle fonction, avec évidemment une perte de précision. Ça, c'est inévitable. Mais dans ce cas-ci, ça ne pose pas trop de soucis. Donc, c'est une approche qui fonctionne plutôt bien. L'inconvénient, comme je le disais à l'instant, ce genre de méthode, ça prend beaucoup de temps de calcul. Donc, si vous avez 1 milliard de clients, on peut oublier. Par contre, dans le cadre des hôpitaux, ça ne pose pas de problème. On peut imaginer qu'ici, l'entraînement dure 4 heures, 8 heures au sein de cet hôpital. À un moment donné, tous les clients ont terminé les apprentissages, on envoie les données sur le serveur global et on fait l'encryptage homomorphique. Si ça prend 5 minutes ou un quart d'heure, on s'en fout, c'est négligeable, et on renvoie le résultat. Si maintenant j'ai un nombre de clients qui explose, le temps de calcul devient exponentiel. Ce n'est pas possible. Donc c'est une belle solution, mais ça s'adresse surtout à des infrastructures où on n'a pas trop de clients. Mais l'avantage, que si jamais on a trop de clients, alors on va travailler avec l'approche SMPC, celle qu'on a vue juste avant. Donc on a vraiment les deux solutions en fonction du type de problème. Alors, ici, on a encore d'autres cas possibles. On a aussi ce qu'on appelle des attaques par empoisonnement. L'idée, c'est d'aller modifier le comportement d'une IA en introduisant des données corrompues durant la phase d'apprentissage. C'est-à-dire que, supposons, j'ai un hôpital ici ou un partenaire qui veut perturber l'entraînement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va, à un moment donné, inverser son jeu de données, par exemple. Ou, durant 5 minutes, il va peut-être, plutôt que d'envoyer des images mammographiques, envoyer des radios du poumon. C'est très difficile à détecter. Donc, pour régler ce problème de confiance, généralement, on met en place un système de détection d'anomalies au sein donc, des différents partenaires, afin de se dire, attention, là, il y a eu un souci, soit c'est volontaire, ok, on arrive à le détecter, mais c'est important de le détecter pour le modèle global, ou alors c'est involontaire, on a demandé à un hôpital de préparer un jeu de données et ils ont inversé de classe. Ça peut arriver. Voilà. Alors ici, j'aimerais vous parler d'un exemple relativement simple pour justement sécuriser ce problème de partage de poids. Comme je vous le disais à l'instant, c'est bien, on ne bouge pas aux données, mais il y a quand même des données qui sortent, notamment les poids du modèle. Alors, c'est le SMPC, donc Secure Multi-Party Computation. Ça va nous permettre de résoudre le problème, ce type d'attaque. On n'a pas le temps de passer en vue, évidemment, maintenant, toutes les attaques possibles et solutions, mais celle-ci est assez intéressante et facile à expliquer. L'exemple, voilà. J'aimerais, par exemple, partager le salaire. Enfin, j'aimerais connaître le salaire moyen de ces 3 personnes, mais sans que ces 3 personnes me communiquent leur salaire. C'est vraiment le problème que nous avons avec les poids. On veut partager les poids, mais on veut être sûr qu'au niveau sécurité, que si quelqu'un l'intercepte, il ne capte pas cette valeur.
Donc l'idée, c'est de ne pas envoyer la totalité de l'information, mais une partie. Et donc ici, on a 3 personnes. Elles ne veulent pas communiquer leur salaire, bien sûr, mais on veut connaître le salaire moyen. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est un peu comme un puzzle. J'ai ici 3 personnes, eh bien, on va diviser l'information en 3 parties. Et l'idée, c'est de se dire que dans ce cas-ci, Alice, elle va communiquer aux 2 autres partenaires, aux 2 autres clients, donc Candice et Bérénice, une partie de l'information. Qu'est-ce qu'elle fait? Son salaire ici, elle le divise en 3 parties. Il faut évidemment que la somme des 3 parties donne la valeur de départ. Elle donne donc ces 2 valeurs à ces 2 personnes. Candice fait pareil. Elle va garder une partie pour elle et elle va communiquer 2 informations, 2 pièces. Pareil pour Bérénice. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai perdu. Voilà. Ensuite, Alice, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Elle va recevoir donc cette information et celle-ci. Donc, elle reçoit des informations de Candice et de Bérénice. Pareil pour Candice, etc. Donc, chacun reçoit 2 éléments. On fait la somme et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, Alice, que va-t-elle faire? Elle va faire la somme donc des 2 pièces qu'elle a reçues et elle va évidemment ajouter sa pièce personnelle qu'elle a réservée. Elle obtient un montant. Chaque partenaire fait la même chose. Donc, il prend toutes les données qu'il reçoit, il les additionne à la dernière pièce ici qui n'a pas été communiquée. Ensuite, on fait la somme de ces 3 résultats et on les divise par 3. Là, c'est magique. On retrouve le salaire moyen. Donc, ça, c'est une solution très efficace qui demande peu de temps de calcul, qui permet donc de faire une opération. Ici, on a voulu connaître le salaire moyen sans communiquer la vraie valeur. On peut aussi avoir des valeurs négatives. Ça ne pose aucun problème. Voilà, ça c'est un TP. Si vous êtes intéressé par la suite, on pourra le faire. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, ben, c'est le moment, quoi. Donc, voilà, oui. Voilà, il faut se mettre d'accord. Non, oui, voilà, il faut se mettre d'accord au niveau du modèle. On va dire, voilà, on va travailler avec VVG16, on va travailler une approche LSTL, peu importe, on se met d'accord. Mais par contre, chaque hôpital va pouvoir modifier quand même certaines valeurs. Il va dire, oh, moi, je ne vais pas entraîner sur 50 époques, je vais entraîner peut-être sur 20. Donc, ils vont pouvoir modifier certains paramètres, mais comme vous dites, le modèle, il faut se mettre d'accord. On va dire, bon, sur quoi on va travailler et il ne faudra pas le changer en cours de route. Oui. Non, c'est juste donc avec l'approche cross-device. Donc ici, comme pour l'approche cross-silo, les données ne bougent pas. Les données restent toujours sur le device. Donc sur le smartphone, on aurait par exemple l'analyse des cookies. Donc c'est la même chose, mis à part que d'un côté, on va avoir un gros serveur, je veux dire, tandis qu'ici, c'est un petit smartphone ou un système embarqué. Et par exemple, pour vos smartphones, on peut imaginer une IA qui va analyser tous les cookies. Non. Voilà, merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vu que les données, elles restent sur le serveur, par exemple, de l'hôpital et tout ça, comment on fait le pré-processing des données avant de les utiliser pour une IA, sachant que l'hôpital l'alimente en permanence, et donc il faut faire un pré-processing permanent par rapport à ça. Et donc éviter des biais, par exemple, si on prend l'exemple de traiter le cancer du poumon, on peut avoir un hôpital qui est spécialisé en tabacologie, donc aura plus de personnes fumeurs dans ces données. Comment est-ce qu'on détecte ces possibles biais sans avoir accès vraiment aux données? C'est vrai que c'est une bonne question aussi. Donc, généralement,
on doit préparer le jeu de données. Cette étape-là, dans le cadre du cancer du sein, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris contact avec des experts, des radiologues dans le cadre du cancer du sein, qui ont analysé les images et qui ont essayé de déterminer les bons niveaux de gris. Par exemple, si on veut détecter une anomalie bien précise, comme une microcalcification, eh bien, il faut que l'image qui est produite, on a un fichier DICOM. Ce fichier DICOM va nous permettre de générer un fichier PNG. Et en fonction des différents seuils de niveau de gris, parfois, on parle de fenêtrage, eh bien, on verra peut-être bien la microcalcification, mais pas le tissu. Et donc, il y a tout un travail préparatoire qui est spécifique au jeu de données. Ça veut dire que, avec des médecins, il faut pouvoir générer les bons fichiers avec ce qu'on veut rechercher comme anomalie. Donc, il y a toujours un pré-traitement qui est nécessaire à faire au sein de l'hôpital. Étant donné qu'on ne peut pas avoir accès aux données, dans ce cas-ci, c'est un médecin qui avait pris en charge ce travail. Et évidemment, dans certains cas, on a des pathologies qui sont très spécifiques à la région ou à l'hôpital. Pour des artères coronaires, dans la région, a priori, on a beaucoup plus de problèmes de calcification. En Pologne, c'est moins le cas. Et donc, il faut justement gérer ces types de données qui sont assez particuliers, typiques de la région. Et c'est tout l'intérêt d'avoir une approche multicentrique. Ça veut dire qu'on va pouvoir entraîner l'IA sur des données qui sont très variables. Le problème, c'est que c'est bien, on a plus de données, mais ça engendre quand même des soucis. Comme vous le disiez, chaque machine, chaque hôpital est parfois spécialisé dans un domaine plus que l'autre. Et une même machine, en fonction du firmware qui tourne, va peut-être donner un niveau de gris un peu plus fort, un contraste un peu plus fort, etc. Et donc, il y a toute une phase de normalisation. C'est vraiment hyper important, sinon ça ne va pas marcher. Donc là, c'est un travail à faire. Mais même avec l'approche traditionnelle, bien souvent, c'est nécessaire. On doit il faut traiter les données, il faut se dire, bon, qu'est-ce que je veux voir? Je m'intéresse aux masses, aux calcifications. Je suis dans un cas particulier où là, apparemment, s'il y a les poumons qui sont, les radios des poumons en question, eh bien, apparemment, beaucoup plus ce sont des personnes qui fument, etc. Donc, il y a vraiment un travail, et ça, c'est un travail de bénédictin. Mais peu importe l'approche, il faudra faire ce travail. Oui. Mais du coup, par rapport au billet, est-ce qu'on peut partir du principe, vu que finalement, l'agrégation peut se faire dans n'importe quel centre, que, ok, je suis un hôpital de Pologne, je sais que dans mon cas, je vais avoir plus de chances d'avoir tel type de problème, peut-être moins d'autres problèmes, donc je vais peut-être appliquer des pondérations différentes en fonction de... Tout à fait. Donc là, on aura des possibilités pour agir et ça dépend un peu de ce qu'on veut mettre en évidence. Mais en effet, c'est pas si simple parce que dès qu'on travaille avec une approche multicentrique, les machines sont différentes, les données sont différentes et le modèle, dans certains cas, il peut se dire, j'arrive pas à trouver ce que vous recherchez. Enfin, il faut normaliser et avoir peut-être plusieurs catégories. On va peut-être se dire que finalement, 2 classes, c'est pas assez, on fait peut-être une 3e. Enfin, ça va dépendre un peu de ce qu'on veut chercher. Mais c'est vraiment un problème très compliqué. Voilà. Oui. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, on va attaquer peut-être la partie. Merci.